Shalom Aleichem. Alors on va poursuivre donc notre e-formation sur le couple. On va s'intéresser aujourd'hui aux 10 différences entre la dispute et la discussion. Vous savez que parfois les gens sont en train de se crier dessus et les enfants demandent « Pourquoi vous criez dessus ?»« Non, on ne se crie pas dessus, on discute. » Bon, les enfants ils ont compris qu'il s'agit bel et bien d'une dispute, non pas d'une discussion. On ne discute pas, on est en train de se disputer, mais souvent les protagonistes ne veulent pas le reconnaître. Alors moi je vais vous proposer de prendre tout simplement la température de vos échanges. Alors, la température d'un échange, c'est important parce que l'échange, c'est Kishmo Kenteilato. L'échange, son nom, c'est sa louange. L'échange, c'est-à-dire qu'on échange un point de vue, d'accord ? On a deux points de vue. Deux points de vue sur un horizon, c'est deux manières de voir l'horizon. Alors, dans un échange, on a deux points de vue et on va essayer de communiquer. En fait, quand on discute et qu'on a un échange, on essaye de communiquer, on essaye de partager quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui fait que une discussion, effectivement, est un échange, il y a un dialogue, ou alors, effectivement, que c'est une dispute. Alors, c'est intéressant, on va prendre chacun de ces 10 points-là, et ça va vous permettre, à chaque fois, si vous repérez un de ces points-là, de savoir que vous êtes en train de dérailler. Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir si on déraille ou pas ? C'est tout simplement que, souvent, on installe un mode de fonctionnement et de discussion dans le couple où on ne se rend pas compte qu'il y en a un qui a un peu de pouvoir au niveau de la parole. Donc, lui, il croit qu'il échange. Mais en fait, il n'est pas en train d'échanger, il est toujours en train d'imposer un point de vue à l'autre. Ou alors, parfois, on croit que finalement on ne s'entend pas, on n'est pas capable de discuter, mais que tout simplement on a l'habitude de discuter sur un ton un peu élevé, mais qu'en fait on est quand même capable d'entendre l'argument de l'autre. Donc on n'est souvent pas si séparés que cela, et on n'est souvent pas si réunis qu'on le croit. Donc il vaut mieux essayer de prendre un petit peu la température et de rationaliser un petit peu ce fonctionnement. Alors, premier point. Première différence d'abord entre un dialogue et une dispute. Dans un dialogue, chacun peut exprimer son point de vue sans être dérangé. Alors que dans une dispute, chacun ne se soucie que de lui-même. Donc, je crois que la première chose qui distingue le dialogue de la dispute, c'est que j'arrive à exprimer mon idée jusqu'au bout sans être interrompu. Alors que dans une dispute, on est très vite interrompu. Très vite, on a affaire à quelqu'un qui dit stop, ou qui essaie de monter sur l'autre. Alors ça peut être par le ton, ça peut être en tournant le dos, ça peut être en faisant des mimiques du visage. C'est-à-dire qu'on casse complètement la possibilité de permettre à l'autre d'arriver jusqu'à nous. Ça, c'est la première différence. Chacun peut exprimer son point de vue sans être dérangé. Dans une dispute, l'autre, il est systématiquement interrompu. Il est interrompu soit parce qu'on crie plus fort que lui, soit parce qu'on fait des mimiques ou on lui tourne le dos. Deuxième différence, il y a une écoute réciproque. Ça veut dire qu'il y a une capacité de répéter ce que l'autre vient de dire. C'est que quand les gens se disputent, ils disent « Attends, on se dispute, tu peux répéter ce que je viens de dire ?» C'est le premier test en règle générale. Ça, effectivement, dans cette liste-là, c'est le deuxième test. Il y a une écoute réciproque. Si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, en fait, tu es en train de dire la chose suivante. On devrait faire comme ci ou comme ça, on devrait penser comme ci ou comme ça. Intéressant. Bon. Là, on est dans le dialogue. Dans la dispute, il n'y a pas d'écoute. Tu peux répéter ce que j'ai dit ? Non, ça ne m'intéresse pas, tu dis n'importe quoi. Non, laisse tomber. Dans la dispute, il y a une incapacité psychomotrice à admettre que l'autre puisse avoir un point de vue, parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse dans la dispute, c'est simplement l'impossibilité pour l'autre d'exister, à ce niveau-là. Troisième différence. Dans un dialogue, en général, on cherche à deux des solutions. On a un problème. On veut partir en vacances, on veut aller au resto, on doit choisir une école pour les enfants, on va faire notre aliyah ou pas, etc., etc., etc. Dans un dialogue, on construit la solution à deux. Attends, viens, on réfléchit. Si on fait ça, qu'est-ce qui va nous arriver ? Si on va comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, on se tourne vers l'autre. Dans la dispute, il n'y a qu'une solution, la mienne. Et il n'y a qu'une solution, la sienne. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Écoute, voilà, je te l'ai déjà dit, point barre, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. On part en vacances là-bas, on fait notre aliyah comme ça, on va s'installer ici, on mettra les enfants là-bas, et c'est tout. D'ailleurs, en général, la main parle aussi. Vous savez que parfois, il y a des gens auxquels, si on leur coupait la main, une main, ils bégayeraient. On leur coupe deux mains, ils seraient complètement muets. Alors voilà, je voudrais dire, ils ont du mal. Dans la dispute, souvent, la main va parler beaucoup plus fort que la bouche. Alors parfois, ça peut aller très loin, parce que c'est la main qui parle, malheureusement. Mais la main va parler fort. Non, c'est comme ça.
Non, 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 pas du tout. Non, mais t'as rien compris. Non, stop, ça suffit. Le corps ici exprime un refus qui va s'ancrer au niveau du fonctionnement, même du système ORL. Là. On refuse d'écouter l'autre, on respire même plus difficilement à écouter l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est la troisième différence, c'est que dans une discussion, on va chercher des solutions à deux, alors que dans une dispute, il n'y a qu'une seule solution. Autre différence, la quatrième, dans une discussion, il n'y a pas de compétition. On n'essaye pas de gagner. Alors attention, il y a des couples dans lesquels le rapport de force existe. Alors en vérité, je vais vous dire un grand secret, dans tous les couples, il y a des rapports de force. Où sont-ils? Où vont-ils se nicher? Comment est-ce qu'ils se véhiculent? On ne va pas en parler maintenant. Une autre fois, si vous voulez, si vous avez des questions sur ce sujet. Mais souvent, il y a une compétition souterraine. Donc même quand on discute, on est quand même amené à donner la meilleure solution. Non, attends, moi je crois que j'ai trouvé quelque chose de mieux. D'accord? Mais malgré tout, dans l'acte lui-même, c'est l'acte d'échange lui-même, dans une discussion, il y a quand même une capacité à dire, à admettre que l'autre puisse avoir un point de vue meilleur que le mien. Et donc effectivement, l'élément, on va dire que dans une discussion, si rapport de force il y a, et si compétition il y a entre le mari et la femme, dans une discussion, c'est un élément qui est complètement atténué. Parce qu'il y a quand même un souci de chercher des solutions, de dire, bon, peut-être qu'il a la solution ici. Même dans des couples dans lesquels il y a des rapports de force, dans le moment où on discute, parce qu'on a un problème qu'il faut résoudre et on a envie d'en discuter, on va quand même être à l'écoute de l'autre. On va même être capable d'atténuer l'aspect compétition qui peut exister dans le couple. Ça, c'est les couples dans lesquels il y en a un qui a fait polytechnique et l'autre qui a fait super technique. Alors, effectivement, là, on se retrouve... Il y a un médecin qui a terminé des spécialités, 3 spécialités, où il y a une femme qui est agrégée de mathématiques, de physique, et qui est chercheuse au CNRS. Des grosses têtes, et en même temps des gros tempéraments. D'accord ? Alors que dans la dispute, effectivement, on se moque de la solution. Ce qui compte, c'est d'imposer son point de vue, effectivement. D'accord ? Donc dans la dispute, effectivement, on ne cherche absolument pas à écouter l'autre, on cherche à imposer son point de vue. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit plus haut. En fait, il n'y a qu'une seule solution. Comme il n'y a qu'une seule solution, il y a un refus absolu, effectivement, d'écouter ce que peut raconter l'autre. Et on est là, effectivement, dans la compétition. Et si en plus, il s'agit d'un couple qui est un couple, on va dire, dans lequel le rapport de force est là, dans lequel il y a une certaine recherche du rapport de force, eh bien, la discussion ici risque de faire monter le ton de manière très dangereuse. Ce sont d'ailleurs souvent dans ces couples-là que la plainte va être vous savez, on n'arrive absolument pas à communiquer. Et on va se rendre compte qu'en vérité, la compétition prend toujours le dessus, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont tellement battus pour arriver à leurs objectifs sur le plan des diplômes, que ce sont des gens qui répètent des phénomènes de compétition et qui les répètent lorsqu'ils se disputent multipliés par 10. Donc si vous voulez, la dispute dans ces couples-là devient une compétition multipliée par 10. Ça, c'était donc la 4e différence. 5e différence, dans une discussion, on se concentre sur le sujet problématique. On doit faire notre alia. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand, pourquoi, comment? On prend tout de suite Internet, on cherche des sites qui peuvent nous renseigner, on va se mettre ensemble, on va se donner la main. Là, on cherche toutes les discussions qu'on va avoir vont se concentrer sur le problème qu'on doit résoudre. On a un problème avec le petit à l'école. À ce moment, ça ne va pas du tout. Alors, il se trouve que c'est un moment où on s'est souvent disputé. Ça fait un mois qu'on se dispute et maintenant le petit, on a déjà passé un Shabbat loin l'un de l'autre, tellement on a claqué la porte, et maintenant le petit se met à faire n'importe quoi à l'école. Et d'un coup, on se rend compte qu'il faut se réconcilier, donc on se réconcilie, et on dit, bon, maintenant comment on gère les conséquences avec le petit, hein? Et donc on se concentre sur le problème. Qu'est-ce qui va se passer dans une dispute? La discussion, elle reprend les dossiers du passé. Vous savez qu'on a tous, chez nous, dans notre tête, un petit meuble, comme ça, avec une dizaine de tiroirs. 1, 2, 3, tac, tac, jusqu'à 10. Dans chaque tiroir, il y a des piles de dossiers, une cinquantaine de dossiers. D'accord? Donc 500 x 10, ça fait 500 dossiers. Donc quand on a un problème avec quelqu'un, avec le conjoint, en l'occurrence, pas avec quelqu'un, avec le conjoint, qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre le dossier numéro 8. Tiroir numéro 8. Dossier numéro 827. On le ressort, et là c'est parti. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi tu me parles de ce qui s'est passé il y a 20 ans, quand on était en vacances à Évian, et au 2e jour, je t'ai dit, pourquoi tu n'as pas acheté les croissants? Je ne te parle pas de ça, là, maintenant. On est en train de parler de notre organisation, là, maintenant. Je suis en train de te parler des courses que tu n'as pas fait. Voilà. Alors, dans une discussion, on va se concentrer sur le problème.
Dans une dispute, on n'est pas là-dedans. Dans une dispute, on est dans le règlement de compte. Donc on n'hésite pas à utiliser l'arme la plus lâche qui soit, qui est de ressortir les dossiers. De toute façon, t'es comme ça. De toute façon, voilà. D'ailleurs, je peux même te citer 10 exemples. Mais où est la solution du problème? Où est ici la recherche de la solution? On n'est pas dans la recherche de la solution. Ici, on est dans l'affrontement. On est dans le meurtre symbolique. Parce que quand on utilise l'arme du passé, ça n'est pas seulement qu'on veut faire taire l'autre, c'est qu'on veut l'empêcher d'exister au présent. On veut l'empêcher d'avoir un futur. Donc en fait, on veut complètement éteindre la relation. Donc on a un problème parce qu'en fait, on repousse le traitement du problème. Et comme on repousse le traitement du problème, alors on rentre dans autre chose, dans un autre monde. C'est le monde du règlement de compte. Le monde du règlement de compte, vous savez, c'est un monde aussi fantasmatique. Parce que, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un à qui vous êtes en train de régler son compte? C'est quoi cette expression de régler son compte? Je veux régler son compte. C'est-à-dire je solde les comptes, et donc maintenant je te mets derrière moi. Donc je t'enlève de mon champ de vision. Tu n'existes plus. Donc ça, c'est aussi un stade avancé dans le chaos, dans la colère dans un coup. C'est quelque chose qui montre une très très grande incapacité à se plier à la réalité. Parce que là, on va chercher les dossiers, ça veut dire que la réalité qui est là, elle nous dérange, on n'a pas envie d'en parler, ce qui est important, c'est une autre réalité, qui a disparu, qui n'est plus là aujourd'hui, qui ne sera plus là. Donc c'est le fantasme qui m'intéresse. Quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du réel, qui est de la projection de ma volonté dans un monde irréel que je construis. Je construis un monstre. Donc je ressors le dossier tiroir numéro 8, dossier 828, je le ressors. Dossier tiroir 4, dossier 437. En avant. C'est parti. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de construire mon fantasme, c'est j'ai affaire à un monstre. C'est plus facile. C'est une fuite en dehors de la réalité. Ok. Dans le dialogue, en général, c'est le sujet de discussion qui est fondamental. C'est pas la personne. C'est rare dans une discussion qu'on dise à l'autre « Ah bah t'es génial là ». C'est pas ça. On a trouvé une solution, on dit « Ah, super », on dit ça. D'accord ? Alors que dans une dispute, qu'est-ce qu'on fait ? On se concentre sur l'autre, pas sur le sujet. Toi, t'es comme ça. Moi, de toute façon, t'es comme ça. Mais je sais pourquoi tu dis ça. C'est parce que tu penses comme ça. Parce qu'en fait, tu veux me faire avaler ça. En fait, tu veux me négocier. En fait, tu veux cela. En fait, tu veux ceci. En fait, t'es comme ça. De toute façon, même ta mère, elle est comme ça. Même ton père, il est comme ça. Ta famille est comme ça. Toute ta famille est comme ça. De toute façon, depuis plusieurs générations, vous êtes marqués par ça. Donc, on ne s'intéresse pas au problème, ici. On s'intéresse à la personne. Et ça procède d'une logique qui est une logique encore plus destructrice que ce qu'on a dit auparavant sur le fait de se concentrer sur les dossiers du passé. C'est qu'en fait, ici, on signe une interdiction d'existence. C'est vrai que tu peux dire ce que tu veux, tu ne m'intéresses pas, parce que toi, de toute façon, je t'ai mis dans cette case. Là, ici. Tu es là. Dans ce rond, tu n'en sortiras pas. Donc tout ce que tu brailles, tu le brailles parce que tu es là-bas. Déplace-toi et tu verras, ça va marcher. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, quand les gens viennent sur la base de ce genre de discussion, entre guillemets, c'est-à-dire de cette incapacité à discussion, on leur dit, voilà, maintenant vous êtes bloqué dans votre discussion, d'accord ? Vous avez insulté l'autre, vous l'avez mal parlé, vous l'avez dévalorisé, vous n'êtes pas capable de l'écouter. La même chose pour donc, le mari avec la femme avec le mari. Je veux dire, ça va dans tous les sens, hein, ce genre de logique. Donc vous avez interdit à l'autre d'exister. Qu'est-ce qu'on donne en général comme conseil aux gens dans ces cas-là ? Ou en tout cas, quel est l'objectif auquel on veut arriver lorsqu'on va être amené à traiter leurs problématiques ? Ça va être de les aider à se déplacer d'un mètre. Ça veut dire à regarder l'autre un peu différemment, dans un premier temps. À regarder aussi le problème différemment, à regarder leur couple un peu différemment, mais il faut un point de départ. Le point de départ ici, c'est d'apprendre à regarder l'autre un peu différemment. Si vous me dites où est-ce qu'on voit ça, on le voit dans Aaron. Aaron était Rodef Shalom Ohev Shalom et Rodef Shalom. Aaron aimait la paix, il poursuivait la paix. Qu'est-ce qu'il faisait quand les gens se réconciliaient, quand il voulait réconcilier des gens? Il leur disait, tu sais, l'autre, il regrette. Ça veut dire que je ne regarde pas seulement l'autre comme quelqu'un qui a dit, qui a fait, qui est vraiment un animal infect, qui est mais vraiment une sous-sécrétion de crottin de cheval. Non, je vais regarder ici quelqu'un comme étant mon partenaire. Maintenant, je vais devoir me déplacer. Ça va supposer de ma part un déplacement psychologique. Maintenant, ce déplacement, c'est quoi ? C'est de se déplacer d'une vision, certaine vision de l'autre, mais c'est une vision
Non, de se déplacer de cette vision à une autre vision. Mais c'est quoi cette vision? Cette vision est le produit de l'injure. Mais l'injure, c'est quelque chose qui est du sheker, c'est du mensonge. Ça ne résiste pas à la réalité. Parce que l'autre que tu insultes, il n'est que ça. C'est tout ce qu'il est. C'est un abruti fini, c'est un crétin des îles, c'est quoi? Il n'a pas travaillé, il n'a pas amené de la parnassa, il n'a pas passé des moments de tendresse, il n'a pas été capable de faire des cadeaux, il n'a pas été capable de choses géniales dans sa vie. Il ne sait pas s'occuper des enfants, il ne sait pas s'occuper de la maison, il ne sait pas s'occuper de toi, jamais. Donc, le déplacement à faire, en fait, c'est un déplacement d'ego. Alors, c'est toujours difficile de déplacer l'ego, mais on gagnera à expliquer à la personne qu'elle aura beaucoup plus de considération à en donner à l'autre que précisément à le déconsidérer. On gagne beaucoup plus soi-même, son ego, à considérer l'autre qu'à le déconsidérer. En tout cas, dans cette phase-là, effectivement, quand les gens se concentrent sur l'autre et insultent l'autre et en arrivent finalement à interdire à l'autre de sortir d'un certain territoire où ils l'ont enfermé par leur perception, eh ben, on n'est plus effectivement dans le domaine de la discussion, on est dans le domaine de la dispute. Et lorsqu'on en est arrivé là, effectivement, il va falloir que le sechel, l'esprit, l'intelligence reprennent le dessus et qu'on suggère aux gens un autre trajet, une autre vision, un petit déplacement. Ok. 7e point maintenant, dans un dialogue, le ton est contrôlé. En général, c'est plutôt bas. En général, on parle doucement, on respire, on est capable de laisser passer quelques secondes sans parler. On va être capable de laisser l'autre arriver. On va être capable de lui dire « Attends, j'ai pas bien compris ce que tu as dit, précise-moi ta pensée. Je m'excuse, je n'ai pas compris. » On va pas dire à l'autre « Attends, tu peux articuler quand tu parles, tu peux être un peu plus clair. » Non. On va dire « Je m'excuse, je n'ai pas compris. » On va même arriver à dire des choses aussi monstrueuses, grossières. « Je n'ai pas compris. » D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans une discussion, on contrôle. Dans une dispute, là, on est dans la perte de contrôle. Là, ici, le ton a changé, l'atmosphère est chargée d'électricité, et là, on n'est plus du tout donc, dans le contrôle. En général, même dans les discussions, on perd un petit peu le contrôle de soi. D'accord? Dans les disputes, on perd un petit peu le contrôle de soi. Il y a un moment où c'est plus comme on croyait que ça aurait dû être, donc on perd un petit peu le contrôle de soi, on est un peu inadapté par rapport à la réalité, et effectivement, on perd un petit peu les pédales. Donc c'est souvent, d'ailleurs, l'autre dit, il dit, mais pourquoi tu cries? Je dis, je crie pas. Je dis, mais là, tu ne te contrôles pas. Là, je me contrôle, je sais ce que j'ai dit. Non, tu ne contrôles pas le ton, tu ne contrôles pas tes émotions. Donc ça, c'est la différence aussi entre la dispute et le dialogue. Dans le dialogue, en général, on est capable de contrôler son souffle, et on est capable de contrôler sa communication. Dans la dispute, ce n'est pas le cas. Ok, 8e différence. Donc, dans un dialogue, on va se concentrer sur des points précis. Vous allez me dire, ça rejoint un petit peu le 5e point où on se concentrait sur un sujet problématique. Là, ici, on se concentre sur des points précis. Alors, c'est en opposition à ce qui se passe dans la discussion. Qu'est-ce qu'on dit dans la discussion? Dans la discussion, on est dans la dispute, pardon. Dans la dispute, on est dans les généralités. Oui, de toute façon, c'est toujours comme ça dès qu'on doit sortir. Alors ça y est, tu trouves toujours 5 choses à faire, toujours on arrive en retard, et je suis toujours en train de te courir après, et ensuite, après on est dans la voiture, et à chaque fois qu'on sort, on va finir par se disputer. On est dans la généralité. Dans la discussion, on va être capable de se concentrer sur des points précis. Par exemple, on doit sortir, et il y a des choses à faire. Comme toujours, un des deux conjoints trouve toujours 3-4 choses à faire. Ça peut être le mari qui trouve toujours 3 ou 4 coups de fil à passer à ce moment-là. C'est urgent, il faut résoudre tout de suite. Il a un problème avec Donald Trump, il faut tout de suite téléphoner, il faut régler ça tout de suite. Ou alors c'est la femme, elle a tout de suite un coup de balai à passer, elle a un coup de sponge à passer, elle a un dernier truc à dire aux enfants, toujours 10 minutes de retard. Donc, on peut avoir une discussion, on peut dire, attends, là on va sortir, là maintenant tu dois passer ce coup de fil et ce coup de fil, ou tu dois faire ça, tu dois faire ça, c'est pas urgent. Viens, on y va maintenant, on est un petit peu en retard, je te propose de laisser ça pour après. Ça, c'est quand on arrive à contrôler. Quand on n'arrive pas à contrôler, c'est oui, c'est toujours comme ça, et on est parti. Effectivement, ce point-là est un point intéressant parce que c'est un point qui surgit toujours dans les moments où il y a un stress qui peut devenir incontrôlable. Alors je vais vous donner des clés. Ce moment-là, c'est le moment où on doit sortir en général.
quand on doit sortir pour faire les courses, quand on doit sortir pour aller à un mariage, le moment où on doit préparer les enfants pour les amener à l'école. Il y a le bus qui arrive, c'est des moments dans lesquels on est tenu par un emploi du temps qui n'est pas que le nôtre. Il y a un bus qui passe, il y a une roupa qui va avoir lieu, il y a un enterrement. Lo allez-nous. D'accord ? Il y a un moment d'emploi du temps qui ne dépend pas que de nous. Ou alors, c'est qu'on a fixé un moment et qu'on veut se tenir à ce moment. C'est l'heure de sortir pour aller faire les courses. Là, c'est notre volonté qui est en jeu. C'est nous. Et donc aussi notre ego. Dans tous ces cas de figure, effectivement, il y a un stress qui se crée. Là, ici, on ne peut que donner rapidement, parce que dans le cadre de ce qu'on fait ici, d'abord, on ne va pas traiter ce genre de problématique, parce que ça se traite aussi, ce genre de problématique. Mais ce qu'on peut dire qu'une chose, c'est respirer. Décontracter le diaphragme. Ayez les bons réflexes. Rappelez-vous, vous allez dire des mots qui vont peut-être dépasser votre pensée. C'est bête, c'est dommage. Un mot qui dépasse notre pensée. C'est-à-dire que notre pensée, elle est limitée, et le mot, il est plus fort que la pensée. Je ne sais pas ce que c'est, ces mots, ils vont plus vite que nous. Bon. Attention, un mot, tant que vous ne l'avez pas dit, vous le contrôlez. Le jour où vous l'avez dit, c'est lui qui vous contrôle. Il faut avoir des bons réflexes à ce moment-là. Attends, si maintenant je crie et je m'énerve, les 10 minutes qui passent après, elles sont pourries, mais elles étaient censées être géniales. Attends, est-ce que je dois sacrifier pour verser mes nerfs, là, maintenant, ou verser mon malaise, ou verser mon stress? Est-ce que je vais sacrifier les 10 prochaines minutes? Attends, pour 1 minute de stress, je vais avoir une soirée entière pourrie. Ah, il faut avoir des réflexes, là. Là, il faut s'entraîner. Je respire, calmez-vous, tout va bien. Faites les comptes. Ce que je gagne, ce que je perds. J'ai une soirée devant moi. L'aller, s'il s'agit de courses, c'est 20 minutes. Les courses, 1h30. Le retour, on peut passer une super soirée. Les courses aussi, on peut en faire un moment super sympa. Donc, vite, les bons réflexes à ce moment-là. Ok, 9e différence. Dans un dialogue, c'est l'atmosphère émotionnelle. L'atmosphère émotionnelle, dans un dialogue, elle est calme. On dialogue. Alors vous allez me dire, il y a des dialogues quand même, on arrive à discuter sur cette chose, mais on discute de choses lourdes. Par exemple, faire ça à l'IA, c'est un sujet lourd. Inscrire les enfants dans une école juive ou pas, ou dans une école plus religieuse, moins religieuse. Mais il y a un moment où on a des enjeux qui sont des enjeux importants. Donc l'atmosphère est chargée, mais elle n'est pas chargée sur le plan émotionnel. Elle est chargée ici sur le plan des conséquences de notre choix. Donc il y a des émotions qui s'en mêlent, et justement, l'atmosphère de discussion va mettre beaucoup de séchel. Vous savez qu'en hébreu, le mot émotion, c'est regesh. Regesh, c'est les mêmes lettres que garesh, c'est divorcer. C'est mémotechnique ce que je vous dis. C'est que quand vous laissez une atmosphère émotionnelle calme, et que vous donnez la primauté à la discussion, alors vous avez la possibilité d'atténuer, de divorcer, de congédier les émotions. Et c'est important. On doit exprimer nos émotions. Parfois, on saute de joie, parfois, on est fou de joie, parfois, on est très triste, parfois, on ressent de la colère, parfois, on ressent de la frustration. La Torah n'a jamais interdit de ressentir une émotion. Ce que la Torah nous demande de travailler, ce sont les résultats de ces émotions. Et ce que la Torah nous interdit, c'est de laisser ces émotions s'exprimer dans toute leur force. Même la simcha, par exemple, la joie, c'est quelque chose qu'il faut savoir exprimer avec une certaine dignité. La Torah nous demande petit à petit de faire un certain travail sur nos émotions. Mais que les émotions existent. Le Rambam dit, je l'ai dit dans un autre cours sur la colère ici, dans cette information, le Rambam, il ne dit pas que quelqu'un ne doit pas ressentir la colère. Il dit un homme, il ne doit pas être comme un mort, il ne doit pas être comme un morceau de bois. Il peut ressentir de la colère. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait de sa colère? C'est un autre problème. Donc ici, c'est la même chose. On peut avoir des sujets fondamentaux. Où inscrire les enfants? Quel travail faire? Acheter une maison ou pas? Il y a un crédit, comment on fait? C'est des trucs importants. Simplement. Et donc c'est chargé du point de vue émotionnel. Mais on va laisser les émotions de côté et on va vraiment, disons, disséquer le sujet. Alors, ce qui est aussi une différence fondamentale entre la dispute et la discussion, c'est qu'effectivement, dans une discussion, on peut parfaitement conclure en disant, tu sais quoi, regarde, on a discuté, mais on n'arrive pas à trancher, viens, on va voir un rave. On va poser la question à un rave. Viens, on va poser la question à un conseiller. Viens, on va interroger quelqu'un qui a plus d'expérience que nous, un papa, une maman, un grand-père, un tonton, une tata, que sais-je, un ami, et on va lui demander ce qu'il en pense. Et on appelle. Allô, Makhlouf? Allô, tata, frère, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on peut venir boire un thé chez toi et on voudrait discuter de ça avec toi? Toi, tu as de l'expérience, tu connais. Dans une discussion, on est capable de laisser la parole à une troisième personne. Dans une dispute, on ne peut même pas laisser la parole à l'autre, au deuxième. C'est impossible. D'accord? L'ambiance, elle est chargée, on sent l'électricité dans l'air, et ça interdit bichlal, de laisser une certaine place à l'autre. 10e différence,
Dans le dialogue, les expressions émotionnelles de l'autre sont facilement tolérées et on est capable de les prendre en compte. C'est qu'à un moment dans la discussion sur la maison, par exemple, tu vas dire « mais je l'aime tellement, cette maison ». Tu vas dire « c'est vrai, je comprends que tu l'aimes ». Bon, moi, on a une autre exigence, c'est elle est trop chère ou elle est mal située, mais je comprends. Alors on va peut-être arriver à un moment où l'autre va dire « malgré le fait que j'aime cette maison, on ne va pas l'acheter, on va acheter l'autre parce qu'elle présente tel ou tel avantage ». Mais celui qui n'avait pas cette émotion, par exemple, par rapport à cette maison, il va être capable de comprendre un peu la tristesse de l'autre et le sacrifice de l'autre. Il va être capable de lui dire « je sais que quand on a choisi cette maison plutôt que celle-là, tu as fait un certain sacrifice. Eh bien, j'espère que Hachem, il nous donnera la force à tous les deux de te rendre ce sacrifice que tu as fait, qui te donnera du bonheur là où on va aller. » Ça veut dire qu'on va être capable de prendre en compte les émotions de l'autre, et on va être capable même de les intégrer en soi et de comprendre à quel point l'autre, finalement, il a dû faire un certain sacrifice pour faire ce choix. Dans la dispute, effectivement, c'est l'intolérance, le mépris pour les émotions de l'autre. J'aime cette maison. Tu peux toujours l'aimer. Moi, laisse tomber. On doit toujours s'intéresser à ce que t'aimes. Attends, là, il y a une différence de 100 000 shekels sur de 25 000 euros, c'est de l'argent. Alors j'aime. À la fin, quand il va falloir payer le crédit, tu en auras un petit peu moins pour partir en vacances. Alors tu n'as plus aimé tes vacances que ton truc, d'accord? Alors voilà, c'est bon maintenant. Ce genre de choses. Ça veut dire que dans la dispute, il y a une incapacité non seulement à comprendre les émotions de l'autre, mais même à les laisser exister. Alors, si vous prenez la trame maintenant de tout ce qu'on vient de dire, parce qu'il faut quand même des principes qui relient un petit peu tout ça, c'est tout simplement que dans un dialogue, on est capable de laisser exister l'autre. Ça va du 10e point, qui est le point émotionnel, jusqu'au point où on est capable de laisser l'autre s'exprimer, on est capable d'écouter, on est capable de répéter ce qu'il a dit en passant par toutes les gammes, les phases que nous avons décrites. Par contre, dans la dispute, là, c'est une incapacité absolue, totale, radicale, à laisser l'autre exister. Donc on ne prend même pas en compte ses émotions, on ne prend même pas en compte sa parole, il n'existe pas, on ne l'écoute pas, on lui coupe la parole, etc., etc. On peut ajouter un dernier point ici. Divrei Chochma benachat nishmein. Nos sages nous disent, les paroles de Chochma, et en général quand on a un échange, une dispute, qui peut devenir, on a une discussion qui peut devenir une dispute, non, je vais y arriver. Quand on a donc une discussion qui peut devenir une dispute, la chose dont on a le plus envie, la chose qu'on désire le plus, c'est d'être entendu. D'accord ? Toujours un petit problème, parce que vous comprenez bien que c'est difficile d'accepter un autre point de vue que le nôtre, n'est-ce pas, Majesté ? Et donc, effectivement, là, rentre en compte cette recommandation de nos sages. Divrei Chachamim benachat nishmein. De toute façon, quand il y a une confrontation des points de vue, on veut être Chacham. On veut être sage. Alors il faut savoir, les paroles de nos sages, les paroles sages, les paroles de sagesse, elles sont entendues quand elles sont dites calmement. On peut avoir une opposition frontale, on peut avoir une opposition abyssale, on peut ne pas s'entendre du tout sur un certain sujet. Mais en tout cas, ce qu'on a à dire, on a envie que ça soit entendu. Eh bien, nos sages nous disent, Divrei Chachamim, les paroles des sages, et c'est vraiment, on a envie d'apparaître comme un sage quand on dit un pas. On n'a pas envie d'apparaître comme un crétin ou comme une crétine. On n'a pas envie d'apparaître comme un ou une abrutie. On a envie d'apparaître comme quelqu'un de sensé. Donc on veut être Chacham. Eh bien, les Divrei des Chachamim, les paroles des sages, benachat nishmein. C'est dit calmement, tranquillement, posément. À la fin de la discussion, on peut laisser un point-virgule. On n'est pas obligé de conclure une discussion par un point. Une discussion, elle peut être conclue par un point-virgule, rebondir, on la reprend. Ça peut durer 3, 4, 5 jours, une semaine, tranquillement. On n'est pas obligé de trancher tout de suite. Ça peut durer 10 ans, une discussion. Ça peut durer une vie entière. Un couple, ils peuvent avoir une discussion tout au long de leur existence. Vous savez pourquoi ? Parce que l'amour, c'est basé sur la différence. L'amour, c'est basé... L'amour et la relation, elle est basée sur le respect de la différence. Les gens croient qu'ils s'aiment parce qu'ils se ressemblent. Pas du tout. Ils s'aiment parce qu'ils sont capables. La véritable expression de l'amour, c'est parce qu'on est capable de dire il y a des points que je ne comprends pas chez ma femme. Et la femme dit mais qui est ce gars-là ? Il y a des choses que je ne comprends pas chez lui, je ne comprendrai jamais. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. C'est la radicalité de la différence qui permet l'expression réelle de l'amour. Alors la Torah, elle nous l'a dit ça, parce qu'il y a un endroit dans lequel la Torah elle a donné un TP, un travaux pratique d'amour. C'est pas Ve'afta lireacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les versets, c'est le principe et le stage. C'est Yitzhak qui nous l'a donné. Yitzhak, Vayeav et Esav, il a aimé Esav.
Mais je vous garantis qu'on peut être un père et qu'un père, il va aimer son enfant, il peut lui trouver tous les mérites de la terre, mais il sait que c'est un idolâtre, un meurtrier qui fait n'importe quoi, même si, comme Esav, on respecte son père, on lui sert le café, mais il y a un moment où le café qui est servi par un fils qui est tellement dévoyé, il y a un moment où on a envie de dire, mais garde-le ton café, même ta tête, je veux plus la voir. Ben, la Torah, elle vient, elle nous dit, Yitzhak, il a aimé Esav. C'est tout le contraire de lui. Il l'a bien perçu. Et ben, il l'a aimé. Parce que l'enfant qui avait le plus besoin d'être aimé, c'était celui qui était précisément le plus différent de nous. Et donc la Torah ici, elle nous a donné ici un travail pratique, un TP sur l'amour. Elle nous a dit, tu veux mesurer l'intensité de l'amour? Ben là, par exemple, dans le dialogue. C'est en général des moments dans lesquels on est très différents l'un de l'autre, on exprime nos différences. Ben, est-ce que tu es capable d'être différent, d'accepter la différence et d'aimer l'autre et de l'apprécier, de l'intégrer et d'intégrer jusqu'à ses émotions, sa parole, sa pensée dans ton équation et donc de lui montrer que tu l'aimes. À bientôt.